L'homme doit travailler. Et en plus, il faut retenir par le travail que le travail élève l'homme au-dessus de l'animalité. Le travail rend l'homme digne. Celui qui travaille, il est éloigné des trois mots, nous dit Voltaire. Son vrai nom, c'est Marie Arouet. Il dit quoi? Il dit que celui qui travaille, il est éloigné de l'ennui, le vice et le besoin. Quand tu travailles, tu n'es plus ennuyeux, tu n'es plus vicieux et tu es à l'abri du besoin. Quand tu travailles toujours, tu deviens indépendant. Indépendant, tu ne dépends d'aucun. Donc tu peux satisfaire tes besoins à tour de rôle. Quand tu travailles aussi, tu es élevé au sens de l'humanité. Ça veut dire que tu es digne et tu es appelé à être l'être à solliciter. C'est pourquoi on demande à travailler. Toujours la valeur du travail. Le travail nous pousse toujours à réfléchir profondément sur les autres sens que cela se trouve dans l'organisme, dans le métier que nous exerçons, ainsi de suite, pour montrer la grandeur du travail. Maintenant, ici, le travail peut être perçu doublement, tantôt négatif, tantôt positif. Maintenant, pour la négation, le travail rend l'homme aliéné. Ça veut dire qu'il y a l'aliénation. Le sens de l'aliénation veut dire quoi? Quand le travail mortifie l'homme, quand le travail sosifie l'homme, quand le travail transforme l'homme. Parce que le travail peut être une activité d'aliénation. Quand le travail devient une activité d'animosité, encore moins purement animalière. Cela veut dire quoi? Renvoyer à des faits moutonniers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le travail pousse l'homme donc à s'exercer des métiers moins infimes de valeur, ridicules à la limite, donc dépassés par la société. Autrement dit, rejetés par la société. C'est comme le travail, celui qui a créé la bombe atomique, qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. S'il savait les risques qui encouraient, il n'allait pas la créer. C'est une manière de montrer qu'il l'a créé parce qu'il ne connaît pas les risques qui encourent. C'est toujours de même pour celui qui fait un métier dont la moins infime de valeur revient à la tâche qu'il exerce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire manifestement l'être humain. Cela veut dire celui qui travaille, il est éloigné de plusieurs faits. Des faits qui relèvent inextinguiblement de sa personne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que celui qui travaille, il est honoré, il est sollicité. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, en parlant du travail, il faut conjuguer les verbes du premier groupe. Voilà. Quand tu travailles, tu es aimé, tu es sollicité, tu es demandé, tu es quoi encore? Tu es invité, mais tu n'es pas évité. Monsieur le Négis, nous invité. Nous évité. Tu es toujours invité, mais aussi tu es sollicité. Cela veut dire pour montrer la valeur du travail, ô combien le travail est important. Toujours dans le travail, ce qu'il faut comprendre aussi, il faut comprendre qu'un sujet pouvait sortir de la sorte. On avait posé comme sujet, face au travail, le loisir représente-t-il la liberté? Face au travail, le loisir représente-t-il la liberté? Vous dites oui, face au travail, le loisir représente la liberté. Parce que celui qui s'exerce, celui qui adopte donc la posture de faire le loisir, n'est pas ébranlé d'aucune possibilité d'être un être travailleur, un laborant. Et celui qui fait le loisir, il est éloigné donc de quoi? De la dépendance. Voilà, il est indépendant, il est libre en soi. Mais après ce loisir, qu'adviendra-t-il? Après ce loisir, il y aura forcément recours à des subjections. Cela veut dire que celui qui est passif, celui qui est oisif, celui qui ne travaille pas, dès l'instant que tu vas satisfaire tes besoins, donc tu es dans des difficultés. C'est pourquoi la valeur du travail devient exponentielle, mais aussi devient important. Quand tu ne travailles pas, tu n'es plus respecté, tu n'es plus invité, et tu ne peux plus satisfaire tes besoins. D'où la négation du travail. Et Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit dans Kun Katiman Lil-Durri. Il dit quoi? Travaillez comme si vous ne devez point mourir et priez Dieu comme si vous devez mourir demain. Une manière de montrer que c'est le marabout, le travail devient une émanation divine, c'est une recommandation. C'est comme qui dirait que, rappelez-vous de Cheikh Ahmadou Kane dans l'aventure ambiguë. Dans l'aventure ambiguë, Cheikh Ahmadou Kane nous dit, le travail est une forme de prière, donc il faut travailler. Et il dit, celui qui travaille à ce qu'on appelle le salut de l'âme, mais aussi à la grâce de Dieu. Donc le travail devient une faculté, devient une nécessité, devient une condition d'humain homme. C'est comme rappeler les propos de Charles Bott
Charles Baudelaire, vous taquinez un peu les littéraires. Charles Baudelaire est un symboliste. Lui, on l'appelait le poète magicien du verbe, un alchimiste du verbe. Maintenant, c'est Charles Baudelaire. Il parle de quoi? Regardez les fleurs du mal. Dans les fleurs du mal, l'image du poète n'est connue qu'à la fin du vers. Et ce poète qui travaillait d'alors s'est reconnu coupable et victimisé. Maintenant, il va faire quoi? Il va faire recours à des vers. Cela veut dire qu'il dit qu'il a traversé des moments difficiles, des moments pénibles, des moments atroces, dû simplement à sa passivité, mais aussi dû simplement à sa oisiveté. C'est pourquoi depuis lors, il a rangé tous ses canevas pour travailler, pour se donner encore l'entièreté dans la mesure où le travail rend l'homme digne. C'est pourquoi l'image du poète n'est connue qu'à la fin du vers. Ceci explique que le travail devient une nécessité, devient quelque chose d'important. Donc au baccalauréat, si on vous donne le travail, dites-vous que vous n'avez plus besoin de chercher de midi à 14h. La première thèse, c'est quoi? C'est la thèse des positivistes. Cela veut dire que le travail est positif. Tantôt le travail peut être négatif. Il y a que ces deux possibilités. Positif, négatif. Positif quand le travail honore l'homme, quand le travail rend l'homme digne, quand le travail nous débarrasse de la fausseté, ou bien nous débarrasse parfois de la passivité, ou bien de l'oisivité. Le travail est utile quand le travail nous permet de satisfaire nos besoins. Ça veut dire nos besoins matériels, tout comme nos besoins personnels. Deuxième partie, vous montrer que le travail peut être source d'aliénation parce que ça peut mortifier, ça peut susifier, ça peut rendre l'homme un animal. Pourquoi les animaux jusque-là ne parlent pas? Faut la terminer. Quand on a joxe réponse, pourquoi? Hein? Voilà. Et dans la vie, il faut travailler. Il ne faut pas faire comme ceux qui sont dans les réseaux sociaux, les Paulis Mbaye et les Ouzin. Regardez ces gens-là, des kingdoms hyper intelligents, qui ont très tôt compris que l'estampille de la médaille de la réussite se trouve dans le jeu de la niaiserie. Pour eux, il faut être passif, il faut être oisif. Alors que ce n'est pas ça. Donc pourquoi les animaux ne parlent pas? Alors maintenant, on va parler de État et de liberté. Une thématique récurrente au bac à apprendre, à maîtriser, et tout sujet qui croisera votre chemin, vous devrez l'écraser sur l'État et liberté. Parce que c'est une thématique récurrente qui vient dans la plupart au bac. Job a dit ça va sortir. Commune, la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéissent pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Cette association-là, ce pacte-là, c'est ce que nous appelons État. Maintenant, pour comprendre l'État, il faut comprendre trois théories philosophiques sur l'État. Il y a le totalitarisme, il y a la monarchie, mais également il y a la démocratie. Le totalitarisme, on l'appelle également la monarchie, on l'appelle également l'absolutisme. Qu'est-ce que le totalitarisme? C'est une forme d'organisation politique dans laquelle le pouvoir est accaparé entre les mains d'une seule personne ou bien d'un groupe de personnes. Dans ce cas, vous allez constater qu'il y a une dictature pure dans le totalitarisme. Voyez, maintenant, le pouvoir s'appartient à une personne ou bien une assemblée de personnes. C'est eux qui vont guider, piloter, parce que dans l'état totalitaire, vous allez comprendre qu'il y a une dictature pure. Vous allez comprendre que même la vie du sujet, on ne parle pas de citoyen parce que le citoyen doit être l'individu qui bénéficie à la fois ses droits et ses devoirs. Mais dans l'état totalitaire, il n'y a que des sujets qui sont là à satisfaire donc à merci. Et dans le totalitarisme, même la vie de l'individu dépend entièrement de ceux qui sont à la tête du pouvoir. Supposons, ici au Sénégal fait partie donc des pays qui ont une crise démocratique. Donc c'est pourquoi c'est ce qui note la présence des activistes. Parce que les activistes, eux, leur rôle, c'est de faire des dénonciations par rapport aux anomalies et au dysfonctionnement de la société. Mais en Arabie Saoudite, il y avait un roi là-bas. Et il y avait un gars qui était là toujours à dénoncer ce roi-là.
lu mu wax rek mu sànni xeer. Léegi nag arrivé à un certain moment le gars doit épouser une femme. Maintenant ce qui s'est arrivé moi, il doit avoir un papier qui va faire un cachet officiel pour qu'il va épouser au moins la femme. Il est parti à l'Assemblée, on le reconnaît, on dit que voilà, ce gars-là qui était entré donc à l'assaut donc du roi est venu arriver, donc voilà, il va avoir besoin d'un papier donc pour se marier. Les gens se sont discutés hors de lui, à son insu, ñu jël ko ray ko dagate ko def ko ci saaw. Oui. Et pourtant, les gens étaient au courant de ça. Le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre fait partie donc de la liberté d'indifférence. Ça se manifeste à travers un pouvoir. Le libre arbitre se manifeste à travers un pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir du vouloir. C'est lorsque l'individu a le pouvoir de dire je veux. Ouais, donc le libre arbitre est une liberté qui est intérieure dans la personne. Je l'appelle la liberté absolue. Pourquoi c'est une liberté absolue? Parce qu'il n'existe pas une personne qui peut vous ôter cette forme de liberté. Personne ne peut vous empêcher d'accéder à cette forme de liberté. Même Dieu. Je répète, même Dieu. Il ne peut pas vous empêcher de bénéficier de cette liberté. Pourquoi? Parce que, je vous m'explique, vous allez comprendre. Parce que Dieu, lui, quand même, il peut nous empêcher d'entrer au paradis, non? Dieu peut nous empêcher d'entrer au paradis. Mais, est-ce que Dieu peut nous empêcher de vouloir entrer au paradis? Est-ce que Dieu peut nous empêcher de vouloir entrer au paradis? Il ne peut pas. Parce que le vouloir, ça se figure au niveau de notre intériorité. Ma chère, ton papa peut t'interdire d'aller à la soirée ensemble. Mais ton papa ne peut pas t'interdire de vouloir aller à la soirée ensemble. Même si tu as pu aller à la soirée ensemble, maintenant le vouloir, ça se manifeste comme étant un pouvoir absolu dans ton intériorité. C'est pourquoi je dis que Dieu, il peut nous empêcher d'entrer au paradis, mais il ne peut pas nous empêcher de vouloir entrer au paradis. Personne d'entre vous ne peut partir en enfer. Vous voulez entrer au paradis. Ce vouloir, Dieu ne peut pas vous donner cette forme de liberté. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre. L'animal n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi Descartes l'a retracé à travers l'exemple, la métaphore de l'âne de Buridan. Buridan, avec ses étudiants, il a utilisé la métaphore de l'âne. Mais dans son ouvrage, Buridan a utilisé la métaphore d'un chien. Ouais, Buridan dit que regardez, l'âne lui était à la faim, elle était à la fois soif et faim, mais l'âne était entre le manger et le boire. Mais malheureusement pour l'âne ne savait pas est-ce qu'il allait manger après boire, ou bien est-ce qu'il allait boire après manger. L'âne s'est resté au milieu jusqu'à mourir de faim et de soif. Par contre, l'homme, lui, c'est comme Dylan Seller qui assistait ici à la synthèse. Dylan va rentrer chez elle. Dylan est à la fois faim et soif. Dylan ne sait pas est-ce qu'elle allait manger après boire. Dylan s'est resté au niveau de ce dilemme-là jusqu'à mourir de faim et de soif. C'est paradoxal. L'homme, lui, il ne va jamais faire ça. Parce que l'homme, lui, il a la capacité de choisir parce qu'il a le pouvoir de dire je veux. Nous va critiquer cette forme de liberté en disant que le je veux, dans le sens que par rapport au peut. Nous va dire, imagine une personne qui se réveille à 10h, 11h, qui sort de sa chambre, voit que le soleil se lève, et la personne va dire que je veux que le soleil se lève. Il se va dire rions de la personne qui se réveille à 10h, qui regarde le soleil et qui dira que je veux que le soleil se lève. Ou bien la personne qui vit avec son adversaire l'a terrassé jusqu'à mettre les fesses sur son ventre. Maintenant, la personne terrassée va dire que je veux être à terre. Il se va dire nous rions parce que le je veux, dans le sens par rapport au qu'on peut. Deuxième élément de manifestation de forme de liberté comme absence de contrainte, nous avons quoi? Nous avons l'acte gratuit. Par acte gratuit, entendez un acte délibéré, un acte sans motif, un acte sans but, un acte désintéressé, un acte que l'on pose sans motif, sans but. La personne qui a commis un acte gratuit, quand il lui demande pourquoi il l'a fait, il va répondre tout simplement que je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. Raison pour laquelle l'acte gratuit, moi, l'acte gratuit, moi, l'acte gratuit. Parce que la personne qui a commis un acte gratuit, quand il lui demande pourquoi tu l'as fait, il va dire que je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. Ouais, donc c'est un acte que l'on pose sans motif, sans but, un acte désintéressé, un acte donc sans objectif. Nous avons l'habitude, nos profs de philo,
à l'expliquer à travers la métaphore de l'Afcaillou. L'Afcaillou qui partageait dans un train avec un vieux, un train qui partait à Rome, l'Afcaillou va partager avec le vieux du nom de Amédée Furisoire. Maintenant, l'Afcaillou n'est pas un personnage réel. Ça soit clair. C'est un personnage que André Gide a utilisé dans son ouvrage intitulé Les cas du Vatican. André Gide dit que dans les cas du Vatican, je mets en avant le personnage de l'Afcaillou qui est assis dans un même moment avec un vieux du nom de Amédée Furisoire, le train roulé à vive allure. L'Afcaillou, lui, il est assis en face du vieux, comme vous et moi. L'Afcaillou a dit le vieux, j'ai envie de promettre un acte gratuit. Mon père, mon grand-père, quand je monte jusqu'à 5, je ne vois pas le feu, je vais le pousser dans le feu. Effectivement, l'Afcaillou a monté jusqu'à 5. Il n'a pas vu le feu, il a poussé le vieux dans le feu. Maintenant, le train s'est roulé sur le vieux jusqu'à ce que le vieux s'est écrasé. L'Afcaillou a sauté pour dire pourtant j'ai commis un acte gratuit. Donc, quand on demande l'Afcaillou pourquoi tu as jeté le vieux dans le vide, il va te dire que je l'ai fait simplement parce que j'ai envie de le faire. Maintenant, cette forme également de liberté va bénéficier de ce que l'on appelle des critiques. Par qui? Par le père de la psychanalyse. Je vous nomme Freud. Freud pas du tout. Mais attention, l'acte de l'Afcaillou peut trouver toujours des explications. Freud nous dit que toutes nos actions, que nous soyons conscients ou pas, trouvent quand même une explication dirigée particulière. L'acte gratuit, ça n'existe pas. Tout acte que l'on pose trouve quand même une motivation. Voilà, donc j'ai fini par la première définition de la liberté qui est absence totale de contrainte, qui se manifeste à travers deux éléments du libre arbitre et l'arbitrage. Raison pour laquelle à chaque fois que vous avez un sujet qui vous dit la liberté réside dans la puissance individuelle. Ou bien, être libre, c'est faire ce que l'on veut. Quand je vous dis que est-ce que être libre, c'est faire ce que l'on veut, effectivement, vous allez montrer que dans la thèse, que être libre, c'est faire ce que l'on veut. Parce que dans la connaissance, dans l'absence de la contrainte, on fait ce que l'on veut. Dans la libre arbitre, on fait ce que l'on veut. C'est nous qui choisissons notre liberté. Dans notre liberté également, nous faisons ce que nous voulons, ce que nous voulons. Mais l'homme, lui, il n'est pas un être indéterminé, il est un être déterminé. Une façon de vous montrer que, au-delà de la liberté comme ça, de la contrainte, il y a une autre liberté. C'est liberté comme responsabilité. Maintenant, un sujet qui dit est-ce libre, est-ce tout se permettre? Être libre, est-ce tout se permettre? Être libre, est-ce tout se permettre? Être libre, c'est faire ce que l'on veut, reformuler le mouvement. Vous allez montrer que oui, être libre, c'est faire ce que l'on veut. Et vous retracez liberté comme ça, de contrainte, après vous allez parler de libre arbitre et de l'acte gratuit. Maintenant, dans l'intégration, vous allez montrer que l'homme, lui, il n'est pas totalement libre parce qu'il est un être déterminé, mais par la société, mais également par la nature. Je vais y revenir. Maintenant, d'abord, on va parler de liberté et de responsabilité. Quand je parle de liberté et de responsabilité, je suis sur la perspective de Jean-Paul Sartre, qui est le père de la doctrine que l'on appelle l'existentialisme, qui conçoit selon laquelle l'existence précède l'essence, qui s'oppose avec une autre doctrine que l'on appelle comment? Que l'on appelle l'essentialisme. Selon l'essentialisme, l'essence précède l'existence. Maintenant, vous êtes qui les garons de venir de ça, maintenant, Jean-Paul Sartre va dire que vous êtes les garons du coup, le destin existe, Jean-Paul Sartre va dire que le destin, ça n'existe pas. Vous êtes maître de vous-même. Être libre, c'est Jean-Paul Sartre, c'est être responsable. Qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, c'est la capacité qu'a l'homme de prendre charge de ses actes. Il faut prendre la responsabilité que c'est toi qui l'as fait. Être libre, c'est accepter tes faits, accepter tout ce qui relève ta volonté. Jean-Paul Sartre va dire qu'être libre, alors, ce n'est pas faire ce que l'on veut, comme on le disait tantôt, mais être libre, c'est être responsable. Être responsable, c'est assumer nos actes. Voilà. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre va dire que l'homme, lui, il est projet. Pourquoi l'homme est projet? Parce que l'homme, lui, c'est à lui de décider qu'il va libre ou bien qu'il ne sera pas libre. Parce que l'homme, lui, en venant au monde, est un projet qui va porter son projet sur ses épaules et il sera quand même maître de tout ce qui lui arrive dans le cadre de sa vie. Quand tu es pauvre, tu es responsable. Quand tu es mort, tu es responsable de ta mort.
Hein? Quand tu as la maladie, tu es responsable. Quand tu n'es pas libre, tu es responsable. Hein? Quand tu es libre, tu es responsable. Nous dit Jean-Paul Sartre. L'homme, lui, il choisit d'être libre, bien de ne pas être libre. Raison pour laquelle il va dire que liberté égale choix. Pourquoi égale choix? Parce que quand je te pose A et B, je te demande de choisir. Jean-Paul Sartre va dire que quand tu choisis A, tu as choisi A. Quand tu choisis B, tu as choisi B. Mais également, quand tu choisis de ne rien choisir, tu as choisi. Pourquoi? Parce que tu as choisi de ne rien choisir. Raison pour laquelle c'est Jean-Paul Sartre ne pas choisir même. Et ton choix, parce que c'est un choix de ne rien choisir, parce que c'est un choix de ne rien choisir. Oui, maintenant, être libre également, raison pour laquelle il va finir par condamner l'homme à être libre. C'est pourquoi il a dit que l'homme est condamné à être libre. S'il le veut, il est libre. S'il ne le veut pas, il est libre. Pourquoi? Parce que simplement, être libre, c'est être responsable. Également, il y a ce que l'on appelle également, on va mettre en rapport liberté et déterminisme. Il y a deux types de déterminisme que vous devez retenir. Il y a le déterminisme social qui nous enseigne les lois, les normes, les règles, les permis et les interdits. Mais à côté également, il y a le déterminisme naturel. Maintenant, le déterminisme naturel, nous allons le retracer à travers deux doctrines, telles que le stoïcisme que j'ai parlé tantôt, mais également telles que le spinozisme de Baruch Spinoza. Qu'est-ce que le déterminisme naturel? C'est l'expression. Dans le monde, il y a deux catégories de faits. L'individu qui veut être libre, qui veut bénéficier de la grâce, doit apprendre à distinguer les faits qui dépendent de lui, les faits qui ne dépendent pas de lui. Et l'individu également, pour qu'il soit libre, il doit accepter les choses telles qu'il arrive. Ne demande pas les choses comme tu veux, mais aime-les telles qu'elles arrivent et que tu sois heureux. De même qu'un but n'est pas fixé pour ne pas être atteint, de même que la nature n'engendre rien demande de ce qui advient, de ce qui adviendra. Imam Al-Ghazali va dire que la primitivité a déjà tracé ce qui adviendra. Maintenant, si tu veux être libre, quand il y a la mort, quand il y a la réussite, quand il y a l'échec, quand il y a la maladie, tout ce que tu peux faire, c'est être stoïque. Ta liberté, ça réside sur l'acceptation de la nécessité. Ouais, donc être libre, c'est accepter la nécessité. Quand je suis malade, je vais dire alhamdulillah. Quand je souffre, je vais dire alhamdulillah. Je réussis, je vais dire alhamdulillah. Ouais, c'est ce que nous enseignent les stoïciens. Également, il faut apprendre également à respecter la nature telle que Dieu l'a conçue. Ça va nous permettre de revisiter le spinozisme de Baruch Spinoza. Spinoza nous dit quoi? Être libre, c'est vivre en conforme avec la nature. Raison pour laquelle Spinoza nous dit que être libre, c'est accepter la nature. L'homme, lui, il n'est pas un empire dans un empire. C'est ce que dit Baruch Spinoza. Pour formuler autrement, l'homme n'est pas un être indéterminé qui fait ce qu'il veut, mais est un être déterminé par la nature. Baruch Spinoza va dire, on ne dira pas à une pierre, on ne dira pas à une pierre qu'elle n'est pas libre parce qu'elle ne sait pas marcher. On ne dira pas également à l'homme qu'il n'est pas libre parce qu'il ne sait pas voler, parce que marcher n'est pas inscrit dans la nature de la pierre, voler également n'est pas inscrit dans la nature de l'homme. L'homme n'est pas un empire dans un empire, dit Baruch Spinoza. Il n'est pas un être indéterminé, mais il est un être déterminé par la nature. Il n'est pas libre pour faire ce qu'il veut. Il est déterminé effectivement par la nature. À côté de sa classe, il y a le déterminisme social que les gens ont tendance à axer dessus la plupart du temps. C'est lorsque l'on parle des lois, des normes, lorsque l'on parle également des règles, des interdits, mais également des permis. Maintenant, être libre, ce n'est plus être responsable. Être libre, ce n'est plus faire ce que l'on veut. Être libre, ce n'est pas accepter la nécessité. Mais être libre, c'est obéir aux lois. Rousseau nous dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrit soi-même est liberté. Celui qui veut être libre doit participer aux lois que l'on a élaborées, parce que vous et moi qui ont élaboré la loi. C'est pourquoi c'est le moment de vous faire la distinction entre norme et loi. La norme, elle est à différencier avec la loi. La norme, elle est quoi? La norme, elle est tacite. Tacite, T-A-C-I-T-E. La norme, elle est tacite. Que veut dire tacite? Tacite veut dire quelque chose qui n'est écrit nulle part. Il faut respecter ses paroles, ce n'est écrit nulle part.
Ouais, il faut se marier avec la lignée paternelle, ce n'est écrit nulle part. Il faut se marier avec la lignée paternelle, ce n'est écrit nulle part. Donc la norme, elle est cassée. On l'applique, mais elle n'est écrite nulle part. Par contre, la loi est codifiée par le biais de la Constitution, par le biais des articles, par le biais de quoi? Par le biais des règles. Ouais, donc est libre celui qui respecte la Constitution, celui qui respecte la loi de façon générale. Parce que la société, l'État c'est moi. L'État ce n'est pas le président Macky Sall ou bien un autre. L'État c'est qui? L'État c'est moi. Ouais, parce que rappelez-vous d'Abraham Lincoln. La démocratie c'est l'État qui peut parler pour le peuple. Maintenant lui, on les a élu le président au suffrage universel. Ouais, et on a élaboré des lois que vous et moi doivent respecter. Maintenant, quand une personne agit en dehors des normes, il sera victime de sanctions, on va les priver de liberté. Maintenant, la loi elle est codifiée, la loi elle est pratique. Condamnation à mort ou bien paiement d'amende. La liberté, j'ai été très simple avec vous. Apprenez la liberté comme centrale de contrainte qui se manifeste à travers deux éléments que l'on appelle le libre arbitre et l'acte gratuit. Après parler, retracer la liberté chez Jean-Paul Sartre, liberté comme responsabilité. Après vous allez parler de liberté et de déterminisme. Être libre, ce n'est plus être responsable, ce n'est plus faire ce que l'on veut, mais c'est accepter la nécessité, mais également obéir aux lois. Parce que nous sommes là, trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune. La personne va dire les citoyens, vous et moi, la personne et les biens. Et chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui-même. Et c'est aussi auparavant, parce que quand je suis en train d'obéir la loi, je suis en train d'obéir à des lois que moi-même j'ai participé à son élaboration. Parce que c'est nous qui avons désigné des députés qui vont me représenter à l'Assemblée nationale. Donc si vous prenez une décision à l'Assemblée nationale, c'est comme si c'est nous qui avons pris ces décisions. Et si vous le savez, comme ça, vous n'allez jamais cesser d'être libre, vous allez libre de façon éternelle. Alors, votre liberté va résider dans la soumission, l'obéissance à la loi.